Hachette Cassette présente sa collection Studio. De Brel à Dire Straits, de la nouvelle vague à la New Wave, des premiers Truffaut à Spielberg, de la télé noir et blanc au four à micro-ondes, de Coppa à Platini, de Johnny à Johnny, l'histoire de Johnny Hallyday. 25 ans de chansons, 25 ans de succès. Un phénomène nommé Johnny Hallyday. Découvrez Johnny, l'homme et l'artiste, avec des documents historiques d'Europe numéro 1. Souvenir. 15 juin 1943, Paris, par une belle journée de printemps. Jean-Philippe Smet voit le jour dans une clinique de la cité Malesherbes. Ses parents sont sur le point de se séparer. Quelques semaines après sa naissance, son père Léon Smet abandonne le foyer conjugal. Il laisse Jean-Philippe et sa mère Huguette seuls et sans ressources. Jean-Philippe est alors confié à une famille nourricière à la campagne avant de rejoindre sa tante Hélène Marr qui deviendra sa seconde mère. Il est ainsi élevé dans le quartier de la Trinité à Paris avec ses deux cousines Desta et Ménène. Enfant de la balle, Johnny l'est 2 fois. Le père qu'il n'a pas connu passa sa vie sur les planches. Léon Smet, professeur de théâtre réputé, fut par exemple celui de Serge Reggiani. Sa tante, sœur d'un artiste, était également épouse d'artiste. Fils sans famille, il se retrouve ainsi dès son plus jeune âge dans la grande famille du spectacle. Ses 2 cousines font de la danse. Très vite, elles entament des tournées dans toute l'Europe. Le petit Jean-Philippe, tout naturellement, les accompagne et aura le music hall pour école. Au cours d'une tournée, sa cousine Desta tombe amoureuse d'un jeune américain, Lee Lemoine Ketcham. Celui-ci va involontairement baptiser la star. Desta, Ménène et Lee forment une troupe qui s'appelle les Hallydays. Jean-Philippe, pour son américain de cousin, devient Johnny Hallyday. La star est nommée. Belgique, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre. Johnny apprend sa géographie sur la route des tournées et ça n'est qu'un début. Son enseignement est complet. Musique et danse sont au programme. Après le violon, il passe à la guitare sous la direction d'un musicien de flamenco qui faisait partie d'une des tournées. Apprentissage du public. Johnny, à 10 ans, fait sa première apparition sur scène en chantant la ballade de Davy Crockett. 1955. Les Hallyday s'installent à Genève. Johnny parfait son éducation au conservatoire de la ville sans enthousiasme excessif. Retour à Paris en 1957. 2 petites apparitions à la télévision en cow-boy, mais l'enfant de la balle a grandi. Il fréquente une des bandes de la Trinité. Après l'école du spectacle, l'école de la rue. Il prend part à des bagarres mémorables. Blue jean et blouson de cuir, Johnny n'en reste pas moins artiste au fond de son âme. Il est décidé qu'il sera chanteur. Les Hallyday sacrifient leur carrière pour lancer le jeune Johnny. Parler d'éclectisme musical n'est pas un vain mot. De Brassens à Bécaud, de Brel à Aznavour, notre rocker débute avec la chanson française. Des petits concerts dans les bases de l'armée américaine. Même les nains ont commencé petits. Et puis le destin se manifeste sous les traits d'Elvis Presley. Pouvait-on rêver de meilleure paternité ? Loving You qui passe alors sur les écrans est pour lui une révélation. Il découvre un nouvel univers musical et une bête de scène auquel il se référera par la suite. Avec le King, Johnny devient rocker. Les études recommencent. Le Golf Drouot à l'époque, c'est l'université du rock. À l'angle du boulevard Montmartre et de la rue Drouot, se retrouve une jeunesse en mal de musique, accrochée au jukebox et qui donnera naissance au rock français. Claude Moine, ou plutôt Eddie Mitchell, Danny Logan. Au bout de la salle, un podium qui vaut tous les palais des sports. Il sera le théâtre des fameux tremplins et propulsera Johnny vers la gloire. Mais le sentier de la gloire n'est pas une autoroute. Si le public du golf vibre aux accents de Gene Vincent et d'Eddie Cochran, les non-initiés font la fine bouche et crient au scandale. Johnny, qui a monté un petit groupe, fait le dur apprentissage du rock'n'roll et ne compte plus les bides retentissants. Les auditions se multiplient sans succès jusqu'au jour de l'hiver 1959 où il est enfin engagé par Pierre Mendelssohn pour l'émission de radio Paris Cocktail. Le 30 décembre, il interprète 2 chansons tirées pour la circonstance du répertoire de Little Richard et d'Elvis Presley. C'est le début. Le public accroche et au sortir de scène, Johnny est abordé par 2 compositeurs à succès, Gilles et Jean, qui vont le présenter au directeur de la maison de disques Vogue. Il est engagé sur le champ et enregistre son premier disque. T'aimais follement, Laisse les filles, J'étais fou, Oh baby. Le 45 tours sort le 14 mars 1960. Il sera mal accueilli par les radios, dont Lucien Maurice d'Europe 1 qui s'en mordra les doigts et deviendra par la suite un des amis de Johnny. Finalement, le disque se vend très bien. Le 18 avril, Johnny enregistre sa première émission de télévision, L'école des vedettes, parrainée par Lynn Renaud. Le disque est à nouveau pressé et atteindra les 100 000 exemplaires. L'impresario Georges Leroux organise sa première tournée de concerts en France.
Marseille, Paris, un nouveau disque, un nouvel engagement à l'Alhambra, Johnny est lancé. Le phénomène dépasse le simple cadre de la chanson pour atteindre au conflit de génération. En première partie de Raymond DeVos, qu'il a imposé à la direction de l'Alhambra, Johnny déchaîne les passions. Ses fans se heurtent au public plus traditionnel qui vient applaudir DeVos. 1960-1961. C'est une première consécration au Palais des Sports dans le cadre d'un festival de rock. Le public en délire lui fait fête. Premier démêlé de vedettes, il se brouille avec Vogue pour pouvoir imposer sa propre musique. Il signe alors chez Philips. Cette même année 1961, il change d'impresario et est pris en main par Johnny Stark. Un nouveau Johnny s'annonce. Ce n'est plus seulement l'idole d'une génération, mais une grande vedette tout public. À son répertoire de rock, il ajoute quelques grandes chansons d'amour. L'aboutissement, c'est l'Olympia en vedette le 20 septembre 61, grâce à Bruno Cocatrix. Johnny Hallyday, 18 ans. Quel est votre véritable nom? Jean-Philippe Smet. Pourquoi avez-vous choisi ce surnom de Hallyday? Eh bien, tout simplement parce que avant moi, mon cousin et sa femme faisaient un numéro de danse et il s'appelait les Hallyday. Depuis combien de temps chantez-vous? 2 ans. Combien de temps êtes-vous professionnel? 2 ans. 2 ans, oui. Que faisiez-vous avant? Avant, eh bien, je prenais des cours de guitare, parce que j'ai le conservatoire de guitare. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Quelle formation avez-vous? Eh bien, j'ai eu une formation très simple. J'étais à l'école, j'ai fait l'école primaire, c'est tout. Vous avez du succès, vous avez beaucoup de succès, vous le savez, même un succès très rapide. Alors, selon vous, comment l'expliquez-vous? Je chante, ça plaît à certaines personnes. Au cours de votre spectacle, vous êtes habillé d'une façon un peu excentrique, vous roulez par terre. Est-ce que vous en éprouvez le besoin ou est-ce un facteur de succès, un facteur commercial? Non, j'en éprouvais pas le besoin, c'était simplement... c'était naturel, quoi. C'était une chose pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça se faisait comme ça. Que pensez-vous de votre public quand lui aussi se roule par terre, quand lui aussi se livre à des excès, quand les garçons se battent dans la salle, quand ils cassent les fauteuils, quand ils crèvent les pneus des voitures, bref, quand ils se livrent à certains excès? Est-ce que cela ne vous ennuie pas un peu? Cela m'ennuie beaucoup et je déplore d'ailleurs ces incidents quand ça arrive parce que ça fait une très mauvaise publicité sur le rock. Et le rock, au fond, ce n'est qu'une musique de jeunes pour les jeunes et je crois que c'est absolument c'est pas indispensable de se rouler par terre ou de casser les chaises. Mais ne croyez-vous pas que vous y êtes pour quelque chose quand vous donnez l'exemple? Non, pas du tout, non. Je crois plutôt que les gens, enfin les jeunes qui font ça, c'est plutôt des jeunes qui viennent dans la salle et qui... C'est prémédité, vous voyez. Ils se disent il y a du rock'n'roll, on va faire chouette, on va faire du chahut. Vous êtes un peu involontairement à la cause de tout ça. De non, mettons. Est-ce que cela vous ennuie? Beaucoup, oui. Est-ce que vous aimez la musique classique? Beaucoup, oui. Quel genre, par exemple? Eh bien, je fais la collection de disques tels que Bach, de fugues, d'orgue. Vous avez ces disques chez vous? Ah oui, j'ai des disques. Et vous les écoutez? Je les écoute très souvent, même. Tous les soirs. Est-ce que vous croyez que ce que vous faites a une valeur musicale en soi? Oui. Que comptez-vous faire plus tard, si la mode du rock passe? Ben, je compte rester dans le métier d'artiste, enfin. Mais comptez-vous évoluer en fonction de la mode ou continuez-vous à faire du rock? Oui. D'ailleurs, je viens de faire un disque, justement, là, en Angleterre, où je chante avec des violons et des choses comme ça. À part le rock'n'roll, à quoi vous intéressez-vous? Au sport? Quel jeu? Beaucoup Quel au sport? oui, au rugby et aux courses de voiture. Vous pratiquez vous-même ou vous aimez être spectateur? Non, je suis seulement spectateur. Cela ne vous inquiète pas de savoir que souvent, la plupart des blousons noirs arrêtés dans des affaires de vol ou d'agression à main armée se recrutent parmi votre public? Il y a un public d'ouvriers, un public populaire, qui, presque tous d'ailleurs, 90% portent des blousons et ce ne sont pas des voyous pour ça. Croyez-vous que cette mode durera? Certainement, sous d'autres formes, mais ça durera. Vous le souhaitez? Bien sûr. Vous le souhaitez pour votre business personnel ou pour... Non, je le souhaite parce que j'aime ça. Vous aimez ça? J'aime ça. Vous comptez vous marier un jour? Plus tard. Et vous comptez avoir des enfants? Comme tout le monde. Et si vous avez un garçon, est-ce que vous aimeriez le voir se rouler par terre sur une scène? Si c'est ce qu'il aime faire, oui. Philips l'envoie enregistrer à Nashville avec les musiciens d'Elvis Presley. Le petit Smet a retrouvé son mythe dans l'antre du rock'n'roll. S'ensuivent tournée triomphale au printemps 62 et un premier disque d'or. Quant à Johnny Hallyday lui-même, son million de disques, il l'a très bien digéré. Je crois que je suis vraiment très content. On ne pourrait pas dire que ce serait injuste de dire que je suis pas content. Et je suis vraiment très heureux d'avoir vendu 1 million de disques de Twist Again. Je crois que ça va faire beaucoup de droits pour celui qui l'a écrit. Et quand même un petit peu pour celui qui le chante, non? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent que vous avez gagné?
Eh bien, je crois que je le placerai pour plus tard. Vous êtes déjà un sage. Pour pas crever de faim plus tard, comme on dit. Est-ce que vous pensez que ça ne durera pas tout le temps? Alors, j'ai pas dit ça, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais enfin, je crois qu'il faut quand même mieux prévoir que de subir dans la vie. Chansons et cinéma. Johnny tourne avec Catherine Deneuve pour Roger Vadim, puis voit débuter à ses côtés Sylvie Vartan dans D'où viens-tu Johnny? Pour moi, c'est quand il se bagarre, c'est très bien. Alors moi, je le trouve formidable parce que il y a une chose à dire en France. Je ne veux pas me mettre contre tous les autres, mais en France, il n'y a que lui qui vaut la peine. C'est qu'il est sensationnel, il n'y a pas à dire. C'était un type seul en France qui était capable de faire pleurer une salle, quoi, en chantant par cette chanson avec un cœur. Ça fait un peu western américain. C'est pas western, c'est... Vous avez aimé les chansons? Oui. Ma guitare, Viens-tu Johnny. Pour moi, la vie va commencer. Et vous allez acheter le disque? Pour moi, la vie va commencer. Moi, je suis là en Camargue et je trouve que ça correspond à peu près à la réalité. Oui. Alors, moi, oui, beaucoup. Elle voulait déjà y Très joli. Le cabaret Les Flamants Roses, eh bien, je le connais, c'est tout à fait ça. On voit les gitans dans le village, etc. Quel est l'instant que vous avez préféré? C'est les scènes de bagarre, naturellement. C'est-à-dire, Django est jaloux de Johnny, vu qu'il a vu sa souris avec l'autre. Moi, c'est surtout le paysage. Comment vous avez trouvé Johnny? Formidable. Johnny frappe sec, là, il encaisse pas mal. Et ça donne justement le côté jeune et gai du film. J'ai trouvé que sans musique, il peut se suffire à lui-même. 1963. Concert gratuit à la Nation, organisé par Europe 1 et SLC. Johnny fait un triomphe devant 500 000 personnes. Déjà, il y en a partout, sur les arbres, sur les toits des maisons, perchés sur les corniches des immeubles. Sur le moindre banc, il y a 10, 20 personnes qui se hissent sur la pointe des pieds. Johnny se lance dans de nouvelles tournées, en enregistrement à Londres, sans même prendre le temps de souffler et de se retourner. Et puis, Johnny tout seul, pour un premier break forcé, le temps du service militaire. Au début, Johnny supporte mal la perspective d'une incorporation qui peut mettre à mal sa carrière. J'avais pas envie de faire l'armée du tout. Très honnêtement, je crois pas qu'à 20 ans, il y ait beaucoup de garçons qui ont envie de faire l'armée, enfin service militaire. En plus, moi j'étais habitué à un certain genre de vie et me retrouver à l'armée du jour au lendemain, c'est-à-dire changer complètement mes habitudes, c'était, c'était vivre totalement à l'envers de ce que j'avais vécu jusque-là. J'étais un peu obligé de le faire, oui, dans le sens que si je l'avais pas fait, on m'aurait reproché, comme à Jacques Charrier, de ne pas l'avoir fait. Il est envoyé en Allemagne pour échapper au débordement de ses fans. Son service se passe sans histoire. Johnny militaire fait le point sur sa vie. Il retrouve son père, mais ses retrouvailles sont gâchées par la presse qui avait organisé cette rencontre. Johnny mûrit, retourne à la vie civile et commence alors une nouvelle époque. 12 avril 1965, Jean-Philippe Smet épouse Sylvie Vartan à Loconville. Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici présente. Oui. Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent. Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. C'est en 61, au hasard de l'une de ses sorties nocturnes, qu'il rencontre Eddie Vartan, qui lui présente à son tour sa sœur Sylvie. C'est tout de suite le coup de foudre. Après une cour acharnée, il conquiert le cœur de la chanteuse. Leur union est tumultueuse, car aussi bien Johnny que Sylvie ne sont pas des personnes faciles à vivre. Les brouilles sont fréquentes, mais ne durent pas. Un fils, David, naît le 14 août 1966. Il est brun, d'après les infirmières qui ont l'habitude, parce que nous, on s'en rend pas compte, c'est tout le portrait de son père. Quand vous avez appris ça, comment ça s'est passé? Vous savez, moi, je suis sorti de scène, enfin, sur le moment, j'y croyais pas, enfin, j'y croyais, mais ça m'a fait une grande impression, et puis, c'est surtout réalisé dans l'avion en train, quand je suis venu, surtout à Paris. Et puis quand je l'ai vu, alors c'était formidable. Leur vie n'est pourtant pas celle que présentent les magazines. Enfant de la balle, Johnny l'est resté. Il partage sa vie entre une maison refuge et des hôtels au hasard de ses tournées. À la rencontre de son public, il sillonne la France et le monde, accompagné de ses musiciens, roadies, techniciens. En voiture, en moto, en car, c'est la vie d'artiste. Chahut d'hôtel, caravane itinérante, voilà l'équilibre de Johnny, équilibre fragile. 1966. Un rival apparaît au firmament du rock français. Antoine va vite conquérir un nouveau public tout en se moquant du phénomène Johnny.
Ma mère m'a dit Antoine, va te faire couper les cheveux, mettre Johnny en cage à Medrano. Johnny lui répond par la reprise d'un tube de l'époque, cheveux longs et idées courtes. Mais le cœur n'y est pas. Il pressent une certaine désaffection du public. C'est le début d'une période de doute. Johnny enregistre Noir c'est noir, vision prémonitoire. Au cours d'un enregistrement à Londres, il expérimente diverses drogues et s'adonne au whisky. À son retour à Paris, il apprend que Sylvie a entamé une procédure de divorce. La période de doute prend des allures de drame. Je crois que Johnny a dû subir aujourd'hui une dépression. D'abord, il est arrivé de Londres où il a passé 15 jours de travail sur un disque très important pour lui, qui est le disque de la rentrée. Puis je pense qu'il a eu aujourd'hui certaines déceptions à son arrivée. Depuis déjà 4 heures de l'après-midi, la fête de l'humanité, on savait que c'était déjà annulé. Il y avait un gros problème avec Johnny. On ne savait plus où il était, on ne savait plus ce qu'il faisait. Nous étions 2-3 personnes ensemble à l'appartement et il a eu le malheur de nous quitter quand Johnny n'est plus quelque part, ça se remarque. Quand vous l'avez retrouvé, il avait perdu connaissance. Il avait perdu connaissance. Il avait perdu beaucoup de sang. Assez, oui. Il était plié en deux sur une moquette et sur une moquette, ça se voit. Noir c'est noir me rappelle une époque noire de ma vie. Une époque où, dans ma tête, ça n'allait pas très bien. Une époque où j'ai failli divorcer avec ma femme. Une époque où ça marchait moins bien dans mon métier. Et disons que c'était également l'année où j'ai appris que je devais 400 millions aux impôts. Tout d'un coup, j'étais trop. Peu à peu, il reprend goût à la vie. Une cure de désintoxication l'éloigne de la drogue et il sort renforcé de cette épreuve. 1968, tournée triomphale en Amérique du Sud, cages et hélicoptères pour échapper à la foule. 1969, Johnny sacrifie à la mode hippie. C'est Jésus-Christ, ceux que l'amour a blessés, 2 amis pour un amour. Après 10 ans de carrière, Johnny est une vedette consacrée. Personnage public, sa vie fait les titres des journaux. La presse pour jeunes, florissante à l'époque, se délecte de ses démêlés sentimentaux. Johnny incarne le renouveau d'une jeunesse qui fait désormais parler d'elle ailleurs que dans des salles de concert surchauffées. Au début de sa carrière, Johnny se battait pour imposer un style musical opposé au canon de l'époque, mais plus encore pour imposer le langage d'une nouvelle génération à qui on refusait l'oreille des médias. Les frustrations de cette jeunesse, Johnny les a devinées et les a exprimées à sa manière. Dans un registre différent, le Godard d'à bout de souffle avait pressenti l'explosion de 68. Le rocker rebelle des années 60 chante la même insatisfaction, le même mal de vivre. Il est amusant de constater que Godard et Johnny, que tout semblait opposé, se retrouveront 15 ans plus tard pour les besoins d'un film qui marquera le retour au cinéma de Johnny Hallyday. Peu importe la manière dont Johnny vit la grande explosion de 68. Peu importe après tout qu'il soit venu apporter sa contribution à la cause étudiante à la Sorbonne. Ces événements se situent en droite ligne d'une période qui a vu bouger la société française. Sans en être l'acteur unique, Johnny en a été un des témoins privilégiés. Vivre vite, toujours plus vite. Johnny court après son destin au hasard des tournées et des courses automobiles. Le rallye de Monte-Carlo lui permet d'affirmer ses talents de conducteur au volant d'une Ford Mustang. Bon, t'es en forme? Bien, ça va. Ça marche? Ça va. Un peu tendu, mais ça va. Comment un peu tendu? T'es un peu moins tendu que quand tu montes sur une scène, non? Non, c'est ma première course. Ah bah oui, c'est normal. Mais ça te fait plaisir quand même. Bien sûr, ça me fait plaisir. Eh ben ça y est, mon coco, on est dans le bain. La vie à 100 à l'heure sur les pentes du Turini jusque dans les rues de Paris. Il est condamné pour excès de vitesse à plusieurs reprises. On ne compte plus ses accidents. C'est un peu moins grave qu'on ne pouvait le penser au départ. Il se rendait de Strasbourg à Besançon où Johnny devait chanter ce soir au Palais des Sports. Il y avait dans la voiture Sylvie, Jean Ponce, leur impresario, et Sacha, le secrétaire de Johnny. Ils ont dérapé sur une plaque de verglas, je crois, et Johnny a été blessé au nez, et puis des contusions un petit peu partout. Je crois qu'il a le visage assez gonflé d'après ce qu'on m'a dit. Quand je l'ai eu, il s'était même pas encore regardé. Alors, et Sylvie Sylvie aurait une blessure en dessous de celle qu'elle avait déjà eue au menton, c'est-à-dire un peu plus bas sur le menton, une plaie, et puis quelque chose dans la région de l'œil, mais enfin l'œil n'a rien du tout. En ce qui concerne Ponce, leur impresario, il a des contusions multiples, je crois qu'il a mal aux côtes, mais enfin je pense rien de cassé d'après les premières investigations. Et Sacha, une cheville un peu abîmée, et puis mal aux os, mais rien de cassé non plus. Il n'y a rien de dramatique, c'est simplement très embêtant parce qu'il y a des plaies au visage, mais enfin il faut quand même ne pas s'affoler dans ce genre de cas-là et essayer de prendre ça. On fait malheureusement un métier où on est exposé à ce genre de choses assez souvent. 1970. L'accident tragique de Sylvie ne freinera pas son amour de la vitesse.
3 ans après, il n'hésitera pas à traverser en Kawasaki la vallée de la mort. Amour, musique, vitesse, amitié. La vie de Johnny évolue au rythme de ces 4 mots. L'amitié a toujours été quelque chose de fondamental pour lui. Dès 1959, au sein de la bande de la Trinité, il se lie avec Adi Calafat, qui deviendra plus tard sous le nom de Moustique, un auteur-compositeur à succès. Eddie Mitchell, le complice et concurrent du Golf Drouot, lui prouve son affection 25 ans plus tard en chantant avec lui lors d'un concert exceptionnel au Printemps de Bourges. Johnny supporte mal d'être seul. Ses amis sont à la fois ses compagnons et ses complices. Que ce soit Jean-Jacques Debout, l'actuel mari de Chantal Goya, avec lequel durant une tournée commune dans les années 60, il fit de nombreux gags et de gros chahuts hôteliers, ou bien Pierre Billon, qui lui fera découvrir le bodybuilding en 1980, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un autour de lui. Carlos, qui faisait fonction à la fois de secrétaire et de porte-parole de Johnny et Sylvie, a été pour eux un ami fidèle et précieux. Omniprésent, il s'occupait de la famille, en était le bout en train, le confident. Toujours là dans les moments difficiles, il veillait jalousement sur ce couple et leur enfant. Jean-Pierre Bloch, actuel député de Paris, qui s'est chargé pendant longtemps des relations publiques de Johnny, fut lui aussi un ami très cher. Durant 2 ans, c'est dans sa famille que Johnny a trouvé une sorte de second foyer. C'est là, loin des remous de la scène et des avatars dus à sa popularité naissante, qu'il pouvait récupérer et vivre à peu près normalement. Faux ou vrais amis, collaborateurs ou pique-assiette, Johnny, depuis le début de sa carrière, a toujours été très entouré. L'on retrouve dans ce trait de caractère la passion de la troupe, de la tribu, qu'ont les gens de la route et du spectacle. Il n'y a jamais vraiment eu de bande, il y a des copains à moi que je vois souvent, et puis des fois on se réunit tous un soir et on fait la fête ensemble. Si on appelle ça faire la bande à Johnny, moi je veux bien, mais enfin, bande ça n'existe pas, quoi. Il y a toujours eu des amis à moi. Qu'est-ce que c'est l'amitié pour toi? Il y a copain et amitié d'abord. Copain, c'est des gars avec qui on fait la fête, et ami, c'est quelqu'un quand on est dans la merde et qui vous aide. Quelqu'un avec qui on peut réveiller à 5h du matin et qui se lève tout de suite, qui vient vous aider. Tu considères que tu as beaucoup d'amis? Non, j'en ai quelques-uns quand même. C'est surtout un ami dans les coups durs, et c'est quand même là qu'on juge ses amis. Il m'est arrivé récemment d'avoir ce qu'on appelle un vrai coup dur, et la première personne que j'ai trouvée, ça a été Johnny, ça a été lui. Il y a des gens qui ont encore un grand sens de l'amitié, mais lui, à mon avis, il en est le prince. Folle virée au gré des tournées qui s'enchaînent. En 1972, départ du Johnny Hallyday Circus, gigantesque caravane qui sillonne la France. Nouveau clin d'œil aux gens du voyage qui l'ont vu grandir. Clin d'œil coûteux, puisque la gestion imprudente du circus le force à demander une aide financière à sa compagnie de disques. Une histoire de détournement de fonds montre à Johnny la fragilité de certaines amitiés. 1973, Olympia et 30e anniversaire fêté au Golf Drouot. Et encore aujourd'hui, il est resté conscient de toute l'aide que le Golf Drouot lui a apportée. Dernièrement, il a fêté ses 30 ans au Golf Drouot avec tous ses musiciens. Et il a tenu justement à les fêter au golf, en public et gratuitement. Ben ça c'est très gentil. Il a voulu revisiter le golf, regarder toutes les photos, dédicacées, tout ça. Et il m'a dit surtout Henri, et le golf il faut le laisser tel quel, il ne faut rien changer de la décoration, il faut qu'il reste comme il était il y a 12 ans. 1974, nouvelle tournée en Amérique du Sud. La routine des disques d'or. La musique que j'aime, j'ai un problème en duo avec Sylvie, Rock'n'Roll Man. 1975, Johnny, en but à de graves problèmes fiscaux, envisage l'exil aux USA. Alors donc tu dis que tu t'arrêtes en septembre 75? Oui, pour 1 an en tout cas minimum. Pour 1 an minimum. Ouais. Et tu as des idées précises de ce que tu veux faire pendant cette année-là ou non? Ouais. Rien faire. Mais tu vas rester à Paris? Non, je crois que je vais aller à Los Angeles. Je vais louer une maison pour 1 an, 1 an et demi. En emmenant Sylvie ou tout seul? Non, Sylvie et David. Ah carrément, alors salut tout le monde et tout. Je vais aller rejoindre mon ami Paul Naref, qui a les mêmes ennuis que moi. Je vais dire un truc très honnêtement, je crois que plus ça va, plus tous les artistes vont se tirer de France. D'abord parce que, tu vas voir ce que je te dis, d'abord il y a trop de merde, ça va aller de pire en pire, il y a trop d'impôts. Moi je paye mes impôts, je paye mes musiciens, je paye les pourcentages de mes impresarios, je paye la société des auteurs, je paye tout, et je te jure, après un gala, quand j'ai fini de payer mon hôtel et tout, il me reste rien. Pourquoi veux-tu que j'aille me faire chier en tournée 2 mois dans les hôtels, je vois pas mon fils grandir rien pour ne pas gagner d'argent. 1976, tentative d'album conceptuel avec Pierre Groscola, c'est Hamlet. Tant pis c'est la vie, le cœur en deux, elle m'oublie, j'ai oublié de vivre. Les années 70 ne laissent pas un souvenir impérissable aux fans de Johnny.
Le train-train des tournées, la promotion des disques n'en continue pas moins d'imposer Johnny comme une des figures de proue du monde du spectacle français. Avec Sardou et Claude François, Johnny domine l'univers musical. Derrière lui, le rock français a des allures de désert. Johnny a tout écrasé sur son passage. Cette domination ne doit cependant pas manquer d'inquiéter. Le manque de concurrence n'a jamais constitué un encouragement à la création. À la fin des années 70, Johnny ressent le besoin d'évoluer à nouveau, de sortir des terrains balisés de la chanson française dans lesquels il tente à s'enfermer. Nous allons voir comment s'opère cette transformation qui démarre sur une rupture. On les envie, on croit que tout est beau dans leur vie. C'est pas tout à fait aussi simple. La vie d'artiste suppose que l'artiste lui-même soit très très pris. En général, comptons 90% de sa vie est prise par son métier, il lui en reste peut-être 10% de vie privée. Alors si vous mettez deux personnes qui ont le même emploi du temps, enfin ce genre d'emploi du temps ensemble, il est rare que les 10% restants pour la vie privée coïncident justement. Personnellement, je connais Johnny et Sylvie depuis longtemps, une dizaine d'années. Je dois dire que je les connais pratiquement pas ensemble. J'ai dîné avec l'un, dîné avec l'autre, rarement avec les deux. Alors on peut dire que Sylvie, par exemple, connaissait plus l'impresario de Johnny que Johnny lui-même. Oui, sinon l'impresario, du moins l'entourage. Il est évident qu'il y a beaucoup plus d'amis à l'appartement que Johnny lui-même. Les tournées, les galas, les enregistrements, ça prend une vie, quoi. Alors le bonheur, dans ce milieu, c'est un mythe. On ne peut pas vivre à deux. Si le bonheur, c'est vivre à deux, oui, effectivement, c'est très difficile. Du moins à deux artistes, ça me semble une gageure. Déjà, ils ont tenu très longtemps, c'est formidable. J'aimerais que ça tienne encore. Pour eux, j'aimerais que ça tienne encore. Mais très difficile. Alors Sylvie, qui est sentimentale, évidemment, souffrait beaucoup de cette situation. C'est vrai, puis Johnny n'est peut-être pas un garçon très facile à vivre, c'est pas du tout à moi de faire un procès. Johnny, c'est un garçon qui vit, qui bouge, qui aime sortir, qui aime ses amis. Je suppose que déjà, s'il menait une vie normale, il serait un mari, sinon difficile, du moins délicat. Étant en plus une idole, il est un mari sans doute très difficile à tenir. En 1980, Johnny et Sylvie divorcent officiellement. La belle histoire est terminée. De nombreux visages féminins vont alors parsemer la vie de Johnny. Sans crier gare, il épouse le 26 novembre 1981 Babette Etienne. Le mariage durera quelques semaines seulement. Johnny est au creux de la vague. Entre les répétitions, les spectacles, les enregistrements, les tournées, il découvre la solitude du chanteur de fond. Il reprend le chemin de ses errances nocturnes. De bars en boîte, Johnny se cherche. Il émerge progressivement de ce trou noir. Musicalement d'abord, en renouvelant son entourage. Affectivement ensuite. C'est l'époque Pierre Billon. Il enregistre un nouvel album aux États-Unis et prépare un gigantesque spectacle pour septembre 82 au Palais des Sports de Paris avec cascade et mise en scène à la Mad Max. Au même moment, il rencontre l'actrice Nathalie Baye sur un plateau de télévision. Il en tombe amoureux et réussit à la convaincre qu'elle ne sera pas une compagne de plus. De fait, elle sera le soutien qu'il recherchait à l'aube d'une nouvelle carrière. Nathalie, intelligente et discrète, s'installe dans la vie de Johnny. Au milieu de cette douce euphorie, un nouveau drame survient. Au cours de son show du Palais des Sports, Johnny se blesse d'un coup de hache sur la hanche. S'ensuivent pendant des mois des douleurs insoutenables. L'arthrose le gagnant, il attend la fin de son spectacle, puis se fait opérer en juillet 1983. Bien qu'elle l'ait affaibli physiquement, la maladie lui redonne le goût de la lutte et l'envie de vaincre. Comme un bonheur ne vient jamais seul, le 15 novembre 82, Nathalie lui donne une petite fille nommée Laura, en hommage à Gene Tierney dans le film d'Otto Preminger. Grâce à Nathalie, Johnny, sans pour autant négliger la musique, s'ouvre à d'autres formes d'expression artistique et redécouvre le cinéma. Il tourne début 85 sous la direction de Jean-Luc Godard, un film policier aux côtés de Nathalie Baye, Détective. Il s'affirme alors comme un véritable acteur. Début 86, il joue avec Guy Marchand et Fanny Ardant un film de Costa Gavras, Conseil de famille. C'est le succès. Les propositions s'accumulent. On fait appel à lui pour jouer dans une super production de science-fiction, Terminus. Je n'ai absolument pas hésité quand Costa m'a proposé son film. Ça s'est passé tout de suite. C'est la première proposition que j'ai eue après le Godard, puisque quand nous avons présenté les films de Godard à Cannes, Costa était venu avec sa petite idée en tête, mais il était quand même venu voir le film à Cannes. Et le soir même de la projection, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit ce serait amusant qu'on fasse un film ensemble. Et le film s'est tourné 2 mois plus tard.
Alors là, il y avait des partenaires professionnels et de grands professionnels. Fanny Dans Ardant, Godard aussi. Marchand. Dans Godard aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aviez aussi en face de vous des enfants et des adolescents. C'est peut-être plus difficile de donner la réplique dans ces cas-là, non? Comment ça s'est passé avec eux sur le... Ça a été formidable avec les enfants. Ils sont d'un tel naturel que, obligatoirement, dès le premier jour de tournage, mon fils, pour moi, mon fils dans le film, pour moi, était un peu comme mon fils dans la vie. Et je crois qu'il justement, il y a des moments de sensibilité qui passent entre ce petit garçon et moi dans les films, parce que c'est des moments privilégiés. Ce sont des moments où lui et moi, on ne jouait pas la comédie, on était ce qu'on était. Ça se ressent beaucoup. Je trouve qu'il y a à l'image, dans ce film, une espèce de climat comme ça, de chaleur, de tendresse qui passe bien. Est-ce que c'était la même atmosphère qui régnait sur le plateau entre vous? Oh, oui, on s'est énormément amusé pendant 3 mois de tournage. Et avec Fanny, qui est quelqu'un d'émouvant, qui est quelqu'un de très drôle aussi, qui est capable d'avoir énormément d'humour, et qui est quelqu'un de très sensible, très fragile comme ça. Et puis, bon, et puis Guy aussi, qui est très fragile, mais qui est tout le temps en train d'exagérément vouloir faire rire les autres. Quel souvenir vous gardez du Johnny Hallyday qui avait déjà fait du cinéma dans un registre très, très différent? C'était D'où viens-tu de Johnny, où là c'était le Johnny chanteur qu'on voyait, et le Johnny Hallyday acteur d'aujourd'hui. Il y a une grande différence entre ces deux? Oui, il y a une énorme différence. C'est que maintenant les rôles qu'on me donne, on donne les rôles d'un acteur pour interpréter un personnage. À l'époque, on utilisait un petit peu le personnage qui était chanteur pour attirer... avec un prétexte d'histoire pour attirer un public qui finalement était un public qui venait me voir sur scène ou quand je faisais des concerts. Et je suis très heureux d'être considéré par la profession du cinéma comme étant un acteur à part entière. C'est-à-dire que du moment où on me donne ces rôles-là, c'est qu'on me fait confiance. Vous avez de nouveaux projets, je crois, pour cette année au cinéma. Oui, j'en ai... Un film qui s'appelle Terminus. Terminus, avec Pierre-William Glenn, qui est un chef opérateur des plus renommés dans le cinéma. C'est aussi un tournant dans sa carrière et dans la mienne, parce que c'est un film financièrement qui va coûter très cher, puisque c'est un film d'aventure avec beaucoup d'effets techniques, de trucage. Et il y a une coproduction américaine et allemande. Ce sera mon premier film vraiment d'aventure, un petit peu comme ça, assez violent, un petit peu entre Mad Max, Indiana Jones. Enfin, c'est un virage pour lui, parce qu'il entreprend, à mon avis, quelque chose de grand, quelque chose avec une grande envergure, en tout cas. Parallèlement, la carrière musicale de Johnny connaît un second souffle. En octobre 84, il présente un nouveau spectacle marathon au Zénith à Paris. Début 85, il fait appel à Michel Berger pour réaliser avec lui au Canada son dernier album. Quelque chose de Tennessee, Le chanteur abandonné, Rock'n'Roll Solitude, Aimer vivre. Entre le dernier album Nashville, qui constitue l'apothéose de la période Johnny Billon, et Quelque chose de Tennessee, qui marque le début de la période Berger, le tournant est manifeste. Johnny abandonne son look de rocker. Il fait le vide dans son entourage musical, trouvant de nouveaux musiciens et de nouveaux auteurs. Michel Berger apporte à Johnny le nouveau souffle qu'il avait donné par le passé à France Gall ou Françoise Hardy, avec des chansons tendres, épousant les nouvelles préoccupations de la jeunesse. Quelque chose de Tennessee, en hommage à l'auteur américain Tennessee Williams, est l'occasion pour Johnny de faire intervenir à ses côtés Nathalie Baye. Ce désir fou de vivre une autre vie que chante le nouveau Johnny est l'illustration des nouvelles orientations de sa carrière. Le formidable succès du disque est malheureusement assombri par 2 événements. Le premier, un malaise cardiaque lors d'un concert en septembre 85. Johnny a d'ailleurs beaucoup dormi ce matin, mais c'est un repos forcé et il n'aime pas trop ça. Il est tous les soirs sur la scène du Zénith, porte de Pantin, depuis le 28 octobre. Un spectacle éprouvant avec des cascades, des scènes de combat. C'est d'ailleurs à la fin de son tour de chant, après cette fameuse bagarre qui constitue le clou de son spectacle, que Johnny s'est effondré. Silence dans la salle, Nathalie Baye surgit de la coulisse. Elle sait, Johnny très fatigué. Vendredi, son médecin voulait lui faire prendre quelques jours de repos, mais Johnny a refusé. Il a préféré prolonger son spectacle d'1 mois jusqu'au 31 janvier. Johnny est en observation. Selon Nathalie Baye, qui se trouve maintenant à ses côtés, il va devoir se reposer pendant quelques jours au moins. Reprendra-t-il ensuite son spectacle au Zénith? Aucune réponse pour l'instant à cette question. À l'hôpital américain de Neuilly, Benoît Duquesne, Europe 1. Bon, ça va mieux, oui. Et normalement, je peux remonter sur scène à partir de jeudi. Inutile de vous dire que je suis assez impatient de remonter sur scène. J'ai reçu des centaines de télégrammes et de mots, tous les plus gentils les uns que les autres. Ça m'a énormément remonté mon moral pendant que j'étais là. Et j'aimerais les remercier pour ça. Et leur dire que je serai en pleine forme à partir du 19 et que je leur mettrai la patate comme d'habitude. Vous n'avez pas du tout l'intention d'arrêter, au contraire? Je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter, j'ai l'intention de recommencer. Alors, il faut vous souhaiter bonnes vacances, bon repos. Oh,
quelques jours, là, je vais me remettre en forme, je vais faire un peu de jogging, je vais me remettre en forme physique, et puis... Vous avez le droit au jogging? J'ai le droit au jogging à partir de lundi. Donc, c'est une question de souffle. Vous savez, un vieux rocker, c'est jamais fini, hein. Second drame, sa séparation début 86 d'avec Nathalie Baye. Elle se fait, comme s'est passé leur liaison, sans tapage inutile. Oh, c'est triste ça. C'est dommage. Bon, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils faisaient un très très beau couple, je trouve. Et le bébé dans tout ça? C'est leur problème, c'est pas le mien. Bah, je trouve que c'est un peu dur parce qu'ils ont un petit bébé. Alors, pour l'image de Johnny, c'est pas très sympa, quoi. Je pense que c'est malheureux. J'aime bien Johnny Hallyday. Et Nathalie? Moi. Moi, je savais dès le départ qu'ils n'allaient pas vraiment ensemble, en fait. Ah non, alors c'est dramatique, ça serait dramatique pour Johnny parce qu'elle est tellement mignonne, Nathalie, que vraiment, alors, si c'est de sa faute, vraiment Johnny a fait une grosse erreur. En ce milieu des années 80, Johnny est en passe de réussir un formidable pari, devenir un grand acteur de cinéma. Pour ce faire, Johnny a beaucoup sacrifié au travail d'une part, à la chanson d'autre part. Son activité de chanteur s'est ralentie, elle n'en continue pas moins. L'arrivée au premier plan de nouvelles têtes, Renaud, Goldman, Jeanne Masse, ne pouvait manquer d'intéresser Johnny et de le motiver. N'ayant plus rien à prouver sur les planches, il cherche pourtant à assurer sa domination dans les hit-parades. Ses récents succès sont là pour témoigner de la persistance incroyable de sa popularité. Que dire alors de cet artiste qui marque depuis 30 ans l'univers musical français? Que dire, sinon qu'il incarne les aspirations de générations successives en quête d'idéal? Il a traversé sans se renier toutes les époques et toutes les modes. Il a su, au-delà de sa vie d'artiste, réussir sa vie d'homme.